Toyota fait très fort donc actuellement en France, on va en parler rapidement, c'est tout à fait logique puisque l'hybride a le vent en poupe, hein, on l'a bien vu donc en France mais aussi en Europe. Donc concrètement, on va avoir un délai beaucoup plus important au niveau des véhicules électriques. Donc on va pas parler de l'Italie et de l'Espagne où ils sont même pas à 5%, mais en Europe c'est plutôt bon, ça va plutôt prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire que les voitures électriques, moi, je me suis dit, avec toutes les aides qu'il y a, s'il n'y a pas 30 à 50%, franchement, grossièrement, ça ne va jamais le faire. Non, les gens vont passer par une période de transition, donc avec de l'hybride, donc je te mettrai les informations ici, et ça se traduit par contre pour quelque chose qui est désastreux actuellement, c'est que Volkswagen, mais surtout donc Citroën, s'est fait doubler donc par Toyota. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire le fait qu'ils soient en France, à Valenciennes, etc. Je ne sais pas s'ils bénéficient encore, comme beaucoup de constructeurs, on va dire, extra-européens, d'énormément d'aides, des fois plus d'aides, des fois que les constructeurs français et européens. C'est pour ça que lorsqu'on dit « Ah oui, mais bon, on est toujours en train d'aider nos industries, etc. », on aide aussi surtout l'emploi. Et ça se caractérise aussi par le Toyota Relax, enfin bref, il y a une garantie prolongée jusqu'à éventuellement 10 ans, et puis c'est surtout que aujourd'hui, Toyota a fait ses preuves pendant 30 ans sur l'hybride. Le seul inconvénient qu'on peut leur reprocher d'ici 10 ans, on voit bien que sur l'électrique, ils sont complètement largués, et on peut se demander, un constructeur comme par exemple BYD ou même MG, eh bien, est-ce que finalement, ils ne vont pas se faire remplacer, puisque l'avenir de toute façon va à l'électrique, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, et comme je viens d'expliquer, que ça soit l'hybride, hybrido-chargeable ou micro-hybridé, en fait, ça va durer un temps, mais après les gens vont passer donc à l'électrique parce que l'électricité, de toute façon, va rester plutôt intéressante au niveau du prix, donc du kilowattheure, et on voit bien que l'essence est en train de remonter, donc il suffirait malheureusement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que le litre soit à plus de 2 euros, 2,50 €, et les gens vont de toute façon très très vite faire leurs calculs, puisque toutes les citadines rencontrent le même problème, et même une compacte, et encore plus sur les modèles un petit peu plus hauts, c'est qu'ils sont relativement élevés. Aujourd'hui, on ne trouve plus une citadine bien équipée en dessous de 20 000 €, mais quand tu vois le prix d'un RAV4, c'est même plus cher qu'un modèle Y. Alors je compare un modèle Y, parce que déjà j'ai le droit, parce qu'on va encore me dire dans les commentaires, oui, mais tu es pro Tesla. Non, c'est que le modèle Y, c'est le deuxième finalement en 2024 le plus vendu, c'était le numéro en 2023, et au-delà de la Corolla, elle est en concurrence directe avec le RAV4. Et quand on le compare sur notre prix au niveau du marché, parce que par rapport aux acheteurs, la logique voudrait que les gens achètent plutôt donc un véhicule Tesla modèle Y, avec sans entretien, etc., et qui est moins cher que éventuellement un RAV4. Alors c'est vrai qu'au niveau de Toyota, il y a certains véhicules qui sont vieillissants, comme le RAV4, il est pas mal plastique quand même, mais ils arrivent plutôt à faire fort avec tout ce qui est leur X, les différents Yaris, etc., etc. Donc l'Aygo, enfin c'est plutôt bien structuré, bien solutionné, et comme on va dire la force de Toyota, c'est la même chose pour l'électrique avec Tesla, ils maîtrisent en fait la partie hybridation, donc que ce soit moteur, batterie, recharge, même si attention au coût de la batterie, ça peut très vite être relativement élevé, mais ça reste quand même plutôt maîtrisé. Pareil sur la boîte CVT, c'est plutôt bien. Alors Citroën, au-delà du fait qu'ils expliquent dans l'article qu'il y a une modification et qu'ils sont en transition par rapport à différents modèles, il y a eu quand même donc Stellantis derrière, hein, et notamment Citroën avec les airbags Takata. Il y a eu énormément de problèmes ici au niveau des Blue HDI et notamment surtout donc du PureTech, et qui n'est toujours pas solutionné, même s'ils ont apporté des améliorations, etc. On en est à un but ultime, donc de faire une garantie éventuellement plus longue, plus étendue, donc même pas 5 ans, on parlerait peut-être plus de 8, voire éventuellement donc 10 ans. Donc voilà, pour Volkswagen, c'est plutôt un positionnement, je pense, prix. On voit bien de plus en plus, ils abandonnent un petit peu le marché des véhicules citadins et ils sont de plus en plus premium. Une Volkswagen aujourd'hui se négocie pratiquement au prix d'il y a 10 ans d'une Audi. Donc c'est complètement délirant. On va dire que Volkswagen va dans la digne continuité des Peugeot, où t'as plus beaucoup de Volkswagen ni de Peugeot à des 20-30 000 €. Va falloir, il suffit de voir un 3008 aujourd'hui, prix de départ 37 500 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc toute la gamme va dans le même sens, hein, au niveau du groupe Stellantis, et un arrangement au niveau des prix avec Opel, éventuellement Fiat, etc. etc. Donc je pense que jusqu'à la fin de la décennie, l'hybride va monter de toute façon en charge. Quand les gens auront compris que finalement l'électrique
est mieux que l'hybride dans la mesure où ça consomme moins, ça coûte moins, il y a moins d'entretien, que finalement il y a moins de problèmes au niveau de la batterie, qu'on va avoir donc la régénération, qu'on va moins freiner et que l'agrément de conduite, surtout avec des véhicules qui manquent en une pédale et donc de pouvoir s'arrêter donc avec une pédale, enfin le fameux mode break one pedal, ça les gens n'ont absolument pas conscience encore. Donc l'agrément de conduite, il est bien supérieur. Et ce qui manque aussi, c'est deux choses, l'autonomie et d'avoir un véhicule donc petit, compact. C'est normalement la promesse de Volkswagen et c'était un petit peu la promesse donc de Renault de faire à moins de 25 000 euros et on n'y est pas, donc un véhicule quand même qui restait polyvalent. Puisqu'aujourd'hui, Renault n'a toujours pas de véhicule comme ça, et s'ils annoncent un véhicule à 25 000 euros, ça sera sans CCS, je tiens à rappeler. Donc la promesse, en fait, elle n'est pas tenue. Donc aujourd'hui, il n'y a pas pour contrebalancer un véhicule thermique qui sera entre 20 et 22, voire 24 000 euros, une électrique qui soit tout aussi polyvalente, c'est-à-dire 500 km d'autonomie et une charge, on va dire, à 10, voire 20, 80 en une vingtaine de minutes. Donc je pense qu'à partir du moment où ce rapport sera rempli et que le véhicule sera capable de faire environ 10, 80, 200 km sur l'autoroute et pas 150, mais au moins 200 à 240 dans des bonnes conditions, eh bien là ça sera bon. Encore une fois dans des bonnes conditions parce que tout ce qu'il y a comme retour, notamment sur la R5, mais la 208 c'est pareil de toute façon, même si elle est un petit peu meilleure au niveau donc, de l'autonomie de sa consommation, elle est plutôt intéressante là-dessus, eh bien la charge est tout aussi, si on peut dire, mauvaise. Et ça ne permet pas donc de faire un 10 ou un 20-80 avec 250 km. Donc imagine quand tu as des jours comme ça où tu as 0 degré, moins 2 et que tu as décidé de rouler à la vitesse juste réglementaire qui est de 130 km/h, eh ben, ça peut s'effondrer finalement à 20-80, tu peux vite arriver à 140 km, c'est-à-dire pratiquement toutes les heures à devoir s'arrêter une demi-heure. Donc ça c'est absolument voilà, intolérable si on peut dire, c'est pas du tout logique. Donc il va falloir encore une fois améliorer, et on voit bien que le pire étant la 208, même si elle a baissé au niveau du prix, elle reste donc avec un moteur et une batterie donc d'ancienne génération si on peut dire, avec le restyling à 28 000 euros. Donc il y a un trop gros écart encore de 4 à 6 000 euros, et c'est pour ça que c'est tout à fait normal. Toyota arrive à tirer en fait le meilleur, puisqu'en consommation ils sont entre 3 et 5 litres, donc 3-4 litres, et même avec l'essence qui arrive pratiquement à 2 euros, 70, 80, eh bien on a un coût de 10 euros. Ce qui n'est pas le cas sur une électrique puisqu'on est à 2 euros, mais je pense que ça manque donc cruellement d'autonomie, de polyvalence, encore une fois par rapport au prix, parce qu'il n'y a pas que l'amortissement. 5 000 euros, ça paraît beaucoup, mais quand il y avait une essence et un diesel qui étaient à 3 000 euros d'écart, franchement, la question, en tout cas, elle pouvait se poser. Sachant que les véhicules, par exemple, du groupe Stellantis, sont garantis 8 ans, en tout cas chez Peugeot. Citroën, c'est pas le cas. Donc encore une fois, c'est tout à fait logique en fait que Toyota, comme c'est produit en France, comme ils ont des petites voitures qui répondent à la demande, et c'est ce qui manque encore une fois donc sur une électrique, c'est-à-dire un véhicule à 25 000 euros qui soit plus polyvalent. Et donc c'est pour ça encore une fois que ce qui fonctionne très bien, c'est essentiellement la Yaris, Aygo aussi, et avec des petites motorisations et qui sont plutôt fiables, qui n'ont pas un gros entretien, mais on reste sur un véhicule thermique et encore une fois, on a des entretiens qui sont récurrents. Et je tiens à rappeler que ça, c'est très 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 important, mais sur un véhicule électrique, on a toute une hypocrisie en fait sur les constructeurs et donc les concessionnaires qui se coincent sur des révisions d'une centaine d'euros alors qu'il n'y a rien. En fait, ils font le simple strict minimum qui est un filtre Habitac. N'importe qui pourrait le faire et il n'y a pas besoin en fait de perdre 2-3 heures ou une journée à laisser sa voiture alors qu'en fait on n'a rien fait dessus, il n'y a pas de vidange, il n'y a rien du tout. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Et encore une fois, la traduction, c'est que ça va continuer dans ce sens-là, et c'est tout à fait logique jusqu'à la fin de la décennie. Et après, quand les gens se rendront compte que finalement, un véhicule électrique, c'est très bien, c'est très fiable, et là, on arrive donc à une polyvalence. C'est une question de charge, encore une fois, c'est très important. C'est pas normal que des véhicules, que ça soit la Renault 5 ou la 208, qui sont leaders, consomment autant, consomment plus, par exemple, qu'un modèle 3. Donc peut-être que la délivrance viendra avec Tesla, avec une compacte, ou une ID2 qui aurait été vraiment très bien, c'est-à-dire une consommation aux alentours des 10 kWh d'une manière classique, avec une batterie de 50 kWh, donc ça fait 500 km, on va dire grossièrement WLTP, et sur l'autoroute, ne pas dépasser les 18.
entre 15 et 18, 17 kWh, et bien avec du net de 50 kWh, mais là on voit bien que ça s'enflamme, 20, 22, 24, 26, donc ça prouve bien que le véhicule n'est absolument pas assez efficient, à la fois par rapport à son gabarit, son look, son esthétisme, mais aussi par rapport au moteur. En fait, le moteur consomme donc, si on peut dire, à haut régime. Donc dans les tours, en fait, il consomme trop et on voit bien que la solution de rapport de boîte de vitesse, avec 2 rapports ou 3 rapports, il y a certains constructeurs qui l'ont fait, comme le Marvel, mais il y a aussi Porsche et d'autres, donc avec des boîtes donc d'équipementiers type ZF, donc ça ne fonctionne pas forcément. Sur ce, ciao à tous.